Bonjour à tous, merci de m'avoir invité pour cette édition 2015 de STIC. Merci à vous tous d'être là. Je suis ravi d'être de retour. STIC reste une de mes conférences préférées, qui n'a vraiment rien à envier à toutes les conférences internationales. On a encore un très beau programme cette année avec beaucoup de thèmes d'actualité. Je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Julien Tinès, je travaille à Google. Je vis à San Francisco, en Californie, et je suis membre de l'équipe de sécurité de Chromium, où je suis responsable technique et je suis chargé surtout de ce qui est architecture de sécurité. Alors, mon premier stick, c'était en 2005, il y a 10 ans, encore 6 ans pour faire un chiffre rond. Je suis ravi d'être de retour. Et je me souviens de Stick en 2005. C'était différent. À l'époque, le monde de la sécurité était différent. On se demandait bien à quoi pouvait ressembler une attaque. On se demandait bien à quoi pouvaient ressembler les zero day. On parlait un petit peu de honeypot et on espérait avec ces honeypots réussir à capturer des zero day, des attaques, pour enfin voir à quoi ça ressemble. Alors en 2015, les choses sont un petit peu différentes. En 2015, les choses sont un petit peu différentes. C'est un petit peu la prise de conscience de l'importance de la sécurité. Parfois, on va même dire c'est un petit peu la panique. On a une prise de conscience à la fois en France et puis outre-Atlantique des enjeux de la sécurité informatique. Et puis on forme plus en plus de gens à dire le mot cyber sans rigoler. Alors en 2005, la situation était donc bien différente. On se remettait de MS Blaster, de Sasser. Je crois que c'était un petit peu le début peut-être de la prise de conscience pour le grand public de ces failles de sécurité. C'était peut-être l'une des premières fois que c'était vraiment dans les news. On se rendait compte que bon, pour un poste de travail, on commençait à passer des failles un peu côté des failles dites serveurs aux failles dites clientes, notamment dans les navigateurs web. Alors en 2015, les vulnérabilités sont parfois en première page, on en entend beaucoup parler. Elles ont des noms amusants, Poodle, Beast, Logjam, etc. Elles ont même des logos. Et on a même à une époque, on avait même vu une faille qui avait leaké, parce que je crois que l'agence de presse de la société qui avait trouvé la faille avait leaké la faille. Donc c'est un monde vraiment très différent. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler un petit peu d'ingénierie et de sécurité. Alors pour refaire le parallèle, en 2005, c'était relativement rare qu'on fasse vraiment de l'ingénierie de sécurité. On était surtout en mode réactif. Les équipes de sécurité étaient un petit peu des équipes de pompiers. Et en 2015, je crois que, en tout cas chez les gros éditeurs logiciels, on a vraiment une notion d'ingénierie de la sécurité. Alors, un thème donc, sur lequel j'aimerais revenir aujourd'hui, c'est cette relation entre ingénierie de sécurité et ingénierie logicielle. Et j'aimerais un petit peu voir dans quel cas est-ce que ces deux choses s'opposent, et puis dans quel cas est-ce que peut-être l'un implique l'autre, et dans quel cas est-ce que ça se marie bien. Alors, le thème de cette présentation, ça va être le rêve des années 90. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas cette référence, ça vient de Portlandia, qui est un show qui porte sur la ville de Portland, en Oregon, qui serait la ville où les jeunes vont prendre leur retraite. Alors, bon, le rêve des années 90 dont j'aimerais parler, il est un petit peu différent. Donc, c'est le rêve de pouvoir exécuter des applications de manière sécurisée, de les télécharger de manière sécurisée sur un serveur, et ensuite de pouvoir les exécuter dans un environnement isolé, protégé du reste du système, et de pouvoir isoler ces applications les unes des autres. Donc on isole les applications les unes des autres, et également
du reste du système pour pas qu'elle puisse avoir accès aux autres données qui sont présentes sur le système. Le gros exemple à l'époque, dans les années 90, de quelque chose comme ça, c'était un petit peu le rêve de Java. Mais de manière vraiment inattendue, en fait, c'est le web, je crois, qui a un petit peu réalisé ce modèle. Alors, on ne s'attendait vraiment pas à ça. Mais avec le web, on a un serveur HTTP, et puis on peut télécharger des applications web par HTTPS de manière sécurisée. Et le navigateur va faire en sorte d'isoler ces applications web du reste du système et va également isoler les applications web entre elles. Donc une origine telle que celle de Gmail ne va pas avoir accès aux données qui sont sur Facebook, par exemple. Donc ce modèle en fait, d'applications web qui sont exécutées de manière sécurisée, en fait, ça fonctionne parce que le langage, grosso modo, du web, c'est HTML5 avec JavaScript. Et on va isoler dans notre modèle de sécurité web chaque origine avec les autres origines. Alors le modèle de sécurité web, il est relativement chaotique. On ne va pas vraiment parler de ça aujourd'hui. On va parler de comment est-ce qu'on peut avoir un navigateur qui isole les applications web les unes des autres et puis qui les isole du reste du système. Et alors le web, c'était quelque chose de relativement intéressant parce que c'est vraiment absolument nécessaire pour que le web fonctionne. C'est-à-dire que si vous vouliez aller sur le site du Monde et que vous n'aviez pas confiance que ce site du Monde n'ait pas accès à vos données personnelles sur votre machine, vous n'iriez sans doute pas naviguer sur le web. Donc aujourd'hui, on va parler de ce rêve des années 90 et d'un exemple de comment est-ce qu'on a essayé de mettre ça en place et de l'ingénierie sécurité pour ça. Et puis tout au long de cette présentation, je vais essayer donc de vous parler de la relation entre ingénierie logicielle classique et ingénierie de sécurité. Alors je vais prendre un exemple que je connais bien, qui est celui de Chromium. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, donc Chromium c'est un navigateur qui est open source. On a également un système d'exploitation qui est également open source qui s'appelle Chromium OS. Et puis si à Chromium ou Chromium OS on ajoute grosso modo le branding Google et puis quelques petites choses dont Flash, eh bien on obtient Chrome ou Chrome OS. Alors la différence avec Chrome et Chrome OS, c'est que c'est Google qui compile le logiciel et le système d'exploitation et puis qui fait les mises à jour de manière relativement fréquente. Alors, lorsque le projet Chromium a été annoncé en 2008, ce qui a été annoncé, c'était que la mission était Speed, Simplicity et Security. Alors, le fait d'avoir vraiment la sécurité dans la mission, c'est quelque chose en fait dont on s'est rendu compte que ça comptait, et puis ça a eu un impact relativement important pour nous pour la sécurité, parce que vraiment, ça va convaincre tous les ingénieurs qui travaillent sur Chromium que la sécurité est un élément important. Alors la première chose dont j'aimerais parler aujourd'hui, c'est l'isolation de faute. Alors en 2008, avant que Chromium ne soit sorti, un navigateur web, ça ressemblait un petit peu à ça. Donc vous aviez un gros processus, le processus du navigateur, du browser, et puis vous aviez plusieurs tabs. Mais tous ces tabs, en fait, avaient des threads ou fils d'exécution qui s'exécutaient dans ce processus. Alors ça crée un problème parce que si jamais on a un des threads, donc par exemple ici le thread T1 qui crash, eh bien on avait le crash de tout le processus et donc de tout le navigateur avec tous ces tabs, et ça c'était fort problématique. Alors comment est-ce qu'on peut essayer d'arranger ça? Donc ça c'est ce qu'a fait Chromium. Donc on sépare les processus et on va avoir un processus pour le navigateur et puis ensuite on va avoir un processus différent par tab. Et donc maintenant si on a T1 qui crash, eh bien on va avoir seulement le tab numéro 1 qui va crasher, le reste du navigateur et les autres tabs continueront de fonctionner. Alors ça, on réalise donc cette isolation de faute grâce à la MMU du processeur. Et on se doute bien que tous ces processus ne peuvent pas être complètement indépendants, séparés les uns des autres. Il faut qu'ils communiquent.
et ils vont communiquer par ce qu'on appelle des IPC. IPC, ça veut dire Inter-Process Communication. Alors, si on regarde un petit peu ce qu'on a fait, non seulement en séparant ces processus, on a réalisé l'isolation de faute, mais en plus de réaliser l'isolation de faute, on a rendu les dépendances des tables, on dit aussi les renderers, on a rendu ces dépendances explicites, parce que maintenant, elles sont faites via des IPC. Et donc on a rendu ces dépendances explicites. Alors, rendre les dépendances explicites, c'est quelque chose qu'on aime bien faire en ingénierie, parce que les dépendances, on n'aime pas beaucoup ça, et surtout pas quand elles sont cachées. Donc là, je donne un petit exemple abstrait. Si vous avez A qui dépend transitivement de C, eh bien un bug dans C va éventuellement créer un bug dans A. Et donc, pour cette raison, en fait, on aimerait éviter les dépendances. Alors, les dépendances système, elles ont encore un rôle encore plus particulier, parce que ces dépendances système, elles vont rendre le code non portable. Et puis, on va être à la merci des bugs du système. Alors, ces dépendances système, elles se manifestent en général par des bibliothèques qui sont présentes dans l'espace d'adressage d'un processus. Et puis, ces bibliothèques, elles vont faire des appels système. Et donc, si on regarde grosso modo les dépendances de notre tab numéro 1 ici, eh bien, ces dépendances, elles se manifestent par les appels système. Certains de ces appels système servent à faire des IPC et à accéder au processus, par exemple, du navigateur. Donc ça, c'est notre schéma de dépendance. Alors regardons un petit peu. Là, on a fait tout ça pour des raisons d'ingénierie logicielle, et regardons quels en sont les résultats en termes de sécurité. Alors, cette séparation entre les tabs, entre tab 1 et tab 2, si on met une petite sandbox autour de tab 2, en fait, on va de l'isolation de faute à la séparation des privilèges. Et ça, en sécurité, c'est quelque chose qui est très utile. Et puis, si on regarde un petit peu ce qu'on a envie d'essayer de faire au niveau des dépendances, donc de réduire ces dépendances, eh bien, si on met notre casquette de personne qui fait de la sécurité, eh bien, on ne réfléchit plus à des dépendances, mais on réfléchit à une réduction du périmètre d'attaque. Et là, encore une fois, c'est quelque chose qui est très utile en sécurité. Alors, je vais faire une petite parenthèse sur le périmètre d'attaque, parce que je crois que c'est vraiment quelque chose de très important lorsqu'on fait de l'ingénierie de sécurité. C'est-à-dire que pour un même contenu, on va toujours essayer de réduire le périmètre d'attaque. Alors, j'ai fait une petite illustration géométrique. Donc là, ces deux figures, on va estimer qu'elles ont la même surface, mais elles n'ont pas le même périmètre, et on peut essayer d'optimiser ce périmètre. Alors, en géométrie, il y a un optimum qui est le disque. Par contre, il n'y a pas de pire. On peut toujours augmenter le périmètre. Vous pouvez rendre toujours cette figure là à gauche un petit peu plus fractale, et puis vous allez augmenter le périmètre. Et ça, je crois que ça parle bien à tous ceux qui parmi vous sont auditeurs en sécurité. On peut toujours faire pire. Il n'y a pas de fond. Alors, cette relation entre ingénierie et sécurité que j'ai exposée, elle est un petit peu utopique, mais je crois qu'elle est très importante. Pour moi, l'une des leçons de l'ingénierie de sécurité de Chromium, ça a été que lorsqu'on arrive à marier les buts et les objectifs de sécurité avec d'autres objectifs, tels que la stabilité, tels que la rapidité, etc., eh bien, on arrive vraiment à faire quelque chose, on arrive à tous avancer dans le même sens, et les choses deviennent beaucoup plus faciles. Alors, cette séparation des privilèges dont j'ai parlé, donc, elle nécessite la séparation en processus, mais on se doute bien que ce n'est pas suffisant. Alors, si on regarde un petit peu notre processus tab 1, et qu'on essaye d'isoler un petit peu ce processus tab 1, on voit que il a accès à son espace d'adressage, donc il a accès à sa mémoire propre, et puis également éventuellement à de la mémoire partagée, et puis grosso modo en première approximation il va avoir accès à des appels système, et donc on se doute bien que cette histoire de séparation de privilèges, ça va nécessiter des restrictions au niveau du noyau.
Alors je vais introduire la notion de sandboxing, que vous connaissez sans doute déjà. Donc c'est un mécanisme discrétionnaire qui permet de réduire les privilèges d'un processus. Et ça, en fait, on l'oppose à certains autres mécanismes, parfois on dit mandatory access control, qui sont en fait des restrictions de privilèges qui sont réalisées par l'administrateur du système sur les processus du système. Mais là, ce dont j'aimerais parler aujourd'hui, c'est que nous, auteurs de Chromium, on veut pouvoir créer des processus et à un moment, on veut dire « Ah, moi, j'ai plus envie d'avoir de privilèges sur le système, je vais jeter mes privilèges à la poubelle et j'aimerais continuer mon exécution. » Alors, je vais prendre un exemple concret auquel je participais en 2009, où on se grattait un petit peu tous la tête pour se dire mais comment est-ce qu'on va sandboxer Chromium sous Linux? Alors, historiquement, donc, Chromium avait été sorti en 2008 sous Windows. Et sous Windows, alors c'était un peu plus facile parce que Windows nous donnait des tas de fonctionnalités avec des notions de token, etc. Il y avait un modèle de privilège relativement avancé et relativement flexible. Mais sous Linux, on n'avait pas ça. Alors, pour se guider, pour voir un petit peu comment est-ce qu'on va essayer de créer du sandboxing sous Linux, j'ai écrit cette règle numéro 1. Donc, le niveau de privilège d'un processus sandboxé est inclus dans l'union des privilèges des processus de sa clôture transitive par la relation A peut contrôler B. Alors ça, c'est une phrase qui est beaucoup trop complexe pour ce qu'elle exprime. C'est très intuitif, en fait. C'est-à-dire que si vous avez un processus P1 qui peut débugger un processus P2, eh bien, P1 va en fait pouvoir acquérir les processus de P2. Alors bon, il y a des tas de méthodes. Sous Windows, vous pouvez injecter un thread. Dans les systèmes d'exploitation, vous ne pouvez pas injecter un thread. Vous pouvez toujours aller modifier l'espace d'adressage et puis faire en sorte de réussir à injecter du code. Enfin bon, c'est pas très compliqué. Mais si P1 peut débugger P2, eh bien P1 peut voler ou utiliser les privilèges de P2. Alors un deuxième exemple qui est légèrement plus subtil et sur lequel de temps en temps je vois encore des gens se casser la figure et ne pas y penser. Bon, il n'est pas très compliqué, mais si vous avez un processus P1 qui peut changer un fichier, par exemple bashrc, et que vous avez un processus bash qui utilise ce fichier bashrc pour s'initialiser, eh bien vous avez en fait P1 qui peut contrôler bashrc, et puis par transitivité, P1 va contrôler bash, et puis P1 évidemment peut voler les privilèges de bash. Alors en fait, avec cette règle, on se rend bien compte qu'au minimum, pour faire du sandboxing, il va falloir garantir l'intégrité des autres processus, et puis il va falloir garantir au moins l'intégrité d'une partie du système de fichiers. Alors ce qu'on a fait sous Linux, c'était d'utiliser un binaire 7UID et d'utiliser une fonctionnalité de Linux qui à l'époque était nouvelle, qui était cette notion de PID namespace, donc les espaces de nom pour les PID. Et ça nous permet d'avoir des processus P1 et P2 qui sont à gauche, qui ne sont pas dans un nouveau PID namespace, mais qui peuvent accéder aux processus P3, P4, P5 et P6 qui sont à droite. Mais par contre, les processus qui sont à droite ne peuvent pas accéder aux processus qui sont à gauche. Et donc ça, en fait, ça nous permet d'avoir une notion de hiérarchie qui est extrêmement utile. C'est-à-dire que là, on n'a pas fait que séparer des groupes de processus, on a une notion de hiérarchie. Ça, c'est très pratique parce que dans Chromium, on avait très envie que le processus du navigateur puisse accéder au processus des renderers, de sorte à ce qu'il puisse les débugger, faire du crash report, etc. Donc, on a cette notion de hiérarchie. Alors, je vous passe les détails. Dans Chromium, maintenant, c'est beaucoup plus compliqué que ça. On a plusieurs niveaux qui sont imbriqués les uns dans les autres. On a des dizaines de types de processus. C'est relativement complexe. Alors, on a fait cette première chose. On a isolé des processus d'autres processus. Par contre, ils ont tous toujours accès au système de fichiers. Et puis, tous ces processus, ils vont tourner avec le même UID. Et comme ils vont tourner avec le même UID, ils vont avoir accès au même fichier. Alors comment est-ce qu'on a résolu ce problème? Eh bien en fait, on a eu l'idée de faire ce hack un petit peu horrible, où en fait on peut faire en sorte qu'un processus qui tourne en route et un processus qui ne tourne pas en route
partagent en fait la vision du système de fichiers. On appelle ça CloneFS. Et puis, grâce à cela, en fait, j'ai pu mettre au point un petit système d'IPC, de sorte à ce qu'un processus puisse demander à un autre processus de le ch-router dans un répertoire vide, de sorte à ce qu'il n'ait plus accès au système de fichiers. Et donc là, en fait, on a ce résultat où, grâce à un binaire 7UID, alors là, pour ceux qui connaissent les binaires 7UID, on voit que là, on a quand même fait un compromis entre ingénierie, on va dire, de goût et sécurité. Donc on a un petit peu sacrifié l'ingénierie sur l'autel de la sécurité, mais on a maintenant cette possibilité de créer des processus dans un nouvel espace de nom. Et puis ces processus, à un certain moment dans leur vie, ils peuvent dire « Ah, ça y est, je n'ai plus envie d'avoir accès au système de fichiers, enlevez-moi l'accès au système de fichiers » et on va les ch-router dans un répertoire vide. Alors, si on regarde un petit peu ce qu'on a fait maintenant, donc on a ce processus tab1 qui est dans sa sandbox. Donc il va faire des tas d'IPC vers le navigateur, et puis il va également faire des appels système, et ça, grosso modo, c'est sa surface d'attaque. Donc sa surface d'attaque, c'est à la fois les IPC et le noyau. Alors les IPC, c'est un problème dont je ne parlerai pas trop aujourd'hui, mais bon, comme les IPC, c'est quelque chose qu'on contrôle entièrement, on peut grosso modo essayer de résoudre ce problème. Par contre, on avait un problème avec la surface d'attaque du noyau. Et donc, si jamais vous avez un processus sandboxé qui peut faire des appels système, eh bien, attaquer le noyau, c'est un très bon moyen de sortir de la sandbox. Alors, je vais faire un petit parallèle avec le réseau. Qu'est-ce qu'on fait si, dans une configuration réseau, on a un serveur qui expose des tas de services, mais ces services ne sont pas nécessaires? Eh bien, devant ce serveur, on va tout simplement mettre un pare-feu. Alors en fait, on a fait pareil, et on a créé quelque chose qu'on a appelé seccomp BPF, qui est en fait un pare-feu pour le noyau. Alors on l'a créé et on l'a ajouté dans Chrome OS, et puis ensuite il a fait son chemin pour arriver dans le noyau Linux, et donc maintenant c'est une fonctionnalité standard de Linux que tout le monde peut utiliser. Alors qu'est-ce qu'on va faire? En fait, un processus est maintenant capable d'envoyer un petit programme au noyau, et ce petit programme va s'exécuter à chaque appel système et va évaluer si oui ou non on doit permettre l'appel système. Donc vous avez ici notre petit programme BPF qui est au milieu, et puis il va avoir en entrée le numéro de l'appel système ainsi que la liste des 6 arguments, enfin 6 ou 7 selon l'architecture, et il va ensuite nous dire est-ce qu'on va permettre l'appel système, est-ce qu'on va rejeter l'appel système avec une erreur, ou est-ce qu'on va générer une trappe. Alors, dans Chromium, donc j'ai déjà mentionné, Chromium c'est quand même un gros projet relativement complexe. On a des tas de types de processus, on a les renderers, on a Native Client, on a le GPU, on a Flash, on a notre propre lecteur de PDF qui est évidemment très sandboxé, etc. Et ils ont tous des programmes BPF différents. Et en plus, ces programmes BPF, ils ne sont pas du tout statiques. Il faut qu'on les génère dynamiquement à la création du processus, parce qu'en fait, on a envie de capturer certains éléments dynamiques, tels que le PID, par exemple. Alors, ça veut dire qu'on a des tas de programmes d'une complexité considérable à générer dynamiquement. Bon, ça c'est un problème en informatique, on connaît bien la solution, on va faire un compilateur. Donc on a fait notre petit langage qui s'appelle BPF DSL, qu'en fait on exprime en C++. Donc ça c'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup insisté, parce qu'en fait on voulait vraiment pouvoir capturer des éléments qui étaient exprimés en C++, tels que des pointeurs de fonctions et des tas de choses comme ça, ou des constantes, enfin bon, tout ce genre de choses. Et donc on va exprimer notre langage en C++, et puis bon, il va être compilé par le compilateur C++, et après ça va nous donner un compilateur qui est exécuté dynamiquement à la création d'un processus et qui va nous créer un programme BPF.
Alors, je vais donner un petit exemple. Donc, imaginons l'appel système open. Alors, pour ceux qui connaissent, je l'ai un peu simplifié, j'ai enlevé le troisième argument. Donc, imaginons un instant que nous avons cet appel système open qui prend deux arguments, donc un nom et puis des flags. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va déclarer tout d'abord le premier argument. Donc avec cette syntaxe, donc on dit notre premier argument il est de type const char étoile, et puis on va l'appeler name, et on dit que c'est le premier argument en ajoutant un 0 comme ça à la fin. Et puis on va déclarer ensuite notre deuxième argument qui est de type int, et ensuite on va avoir cette syntaxe où on dit eh bien voilà, si le nom n'est pas nul, et que les flags ne contiennent pas le flag au create, alors on va permettre l'appel système, et sinon on va retourner une erreur, l'erreur iperm. Alors, j'ai présenté brièvement seccomp BPF, et on peut se demander, est-ce que ça c'est vraiment un bon mécanisme pour faire des sandbox? Est-ce qu'avec ça je vais pouvoir exprimer des sémantiques complexes? Est-ce que je vais pouvoir dire des choses telles que je veux pas que ce processus puisse accéder aux autres processus, ou je ne veux pas que ce processus puisse accéder au système de fichiers, etc. Ou un qui est très difficile, je ne veux pas que ce processus puisse accéder au réseau. Alors moi je déconseille vraiment de faire ça, parce que c'est très très facile de faire des erreurs. Alors je donne un exemple là que vous pourrez aller voir si vous êtes intéressé, mais ces appels système là, clockGetRes et clockGetTime, en fait, de manière complètement inattendue, ils permettent de cacher le PID d'un autre processus dans un de leurs arguments, dans les bits de poids fort de l'argument du clock ID. Et ça c'est quelque chose, si vous ne connaissez pas le noyau de A à Z, vous allez l'oublier. Et vous n'allez pas vous rendre compte que vous permettez des appels système qui permettent en fait d'accéder à d'autres processus. Donc en fait, c'est là que je vais parler de la règle numéro 2, et je crois que quand on fait des sandbox comme ça, et ça peut s'appliquer à un peu tous les systèmes d'exploitation, il faut avoir plusieurs couches, et en fait, il faut avoir une couche qui permette d'exprimer des sémantiques relativement complexes, telles que ne peut pas accéder au réseau ou ne peut pas accéder aux autres processus, et ensuite ajouter une deuxième couche qui permette en fait de réduire la surface d'attaque. Et donc ici, notre deuxième couche, c'est seccomp BPF. Alors, encore une petite parenthèse, quelque chose qui me hantait lorsqu'on était en train de construire seccomp BPF, c'était qu'est-ce qu'on va faire avec le code existant. Donc, le projet Chromium utilise des douzaines et des douzaines de bibliothèques open source existantes, et puis on n'a pas envie d'aller modifier le code de toutes ces bibliothèques pour qu'elles n'utilisent qu'un certain nombre d'appels système, ou pour qu'elles n'ouvrent plus de fichiers directement sur le disque dur et qu'elles fassent des IPC à la place. Alors en fait, ce qu'on a mis en place, c'est un mécanisme de trappe. Et en fait, pour ça, on utilise les signal handlers de Unix. Et donc, si vous avez un processus tel que le GPU process qui fait un appel système open, eh bien, on va générer une trappe. Et cette trappe, en fait, elle va appeler un handler de signal. Et ce handler de signal, vous pouvez tout simplement le configurer pour qu'il aille faire un IPC et qu'il aille demander au browser « Oh, j'ai envie d'ouvrir un fichier ». Et le browser, eh bien, s'il veut bien ouvrir le fichier, il peut ouvrir le fichier puis renvoyer le descripteur de fichier. Mais ce qui est très important, c'est que dans ce schéma, eh bien, c'est le browser qui va prendre la décision est-ce que oui ou non, on peut ouvrir ce fichier. Et donc là, on voit bien que ça nous permet d'implémenter des modèles de sécurité complètement arbitraires. On peut faire un petit peu ce qu'on veut. Alors, refermons donc la parenthèse et revenons à la protection de la surface d'attaque. Alors donc, on a mis en place cette solution sous Linux. Et puis, sous Windows, on a un petit peu moins de flexibilité parce qu'on ne contrôle pas le noyau. Mais heureusement, nos amis de chez Microsoft nous ont enfin donné avec Windows 8 une méthode pour pouvoir réduire la surface d'attaque du noyau. Et donc, depuis Windows 8, en fait, on peut complètement enlever la surface d'attaque de Win32k.6, qui est relativement importante. Alors là, encore une fois, je vais faire la relation entre l'ingénierie logicielle normale et puis l'ingénierie de sécurité.
c'est qu'en fait, on a remarqué que de faire ça, eh bien, ça a amélioré nos statistiques de stabilité. Alors, la raison, c'est d'une part un petit peu tout ce que j'ai expliqué avant, c'est que vous avez ce problème de transitivité avec les bugs, et plus vous réduisez un petit peu les dépendances, et moins vous allez avoir de bugs qui vont pouvoir vous causer des problèmes. Et puis, on ne sait pas vraiment pourquoi, on suspecte que peut-être que maintenant qu'on a enlevé Win32k.sys des appels système qui peuvent être réalisés dans nos renderers, eh bien, il y a moins de virus ou d'antivirus, ce qui est un petit peu la même chose, qui viennent s'injecter dans notre processus et faire n'importe quoi. Alors, on peut se demander, est-ce que notre sandbox, elle peut carrément nous garantir le modèle de sécurité du web? Alors, en deux mots, le modèle de sécurité du web, c'est qu'une origine, evil.com, ne peut pas aller accéder aux données de sympa.fr. Alors là, on voit bien qu'on va avoir un problème parce que notre notion de processus et de sandbox, elle est par tab, mais notre notion de privilège web, elle est par origine. Alors ça nous crée un problème, et la faille suivante. Donc, si vous avez une page web evil.com, elle a le droit de créer une iframe et de contenir une iframe avec gentil.fr. Alors ça, si on regarde un petit peu ce qui va se passer quand on fait ça au niveau du processus, eh bien en fait, on va avoir dans un même tab gentil.fr et evil.com. Donc, vous pouvez avoir evil.com qui iframe gentil.fr, qui ensuite exploite une vulnérabilité de corruption mémoire, donc par exemple une vulnérabilité de type use after free, et eh bien ensuite va avoir accès à tout l'espace d'adressage et puis va pouvoir utiliser les privilèges de gentil.fr. Alors, ça ne veut pas forcément dire qu'on peut extraire les cookies. Si vous marquez vos cookies HTTP only, on ne va quand même pas les donner au tab 1, seul le navigateur va pouvoir les voir, mais même dans ce cas-là, on peut faire des requêtes en tant que gentil.fr, et donc on voit bien qu'on ne peut pas avoir, notre sandbox va pas forcer le modèle de sécurité du web. Alors comment est-ce qu'on peut faire en sorte que notre sandbox renforce le modèle de sécurité du web? Eh bien, on voit bien avec ce problème, il faut que pour une page web qui fait des iframes, on crée quand même plusieurs processus. Donc maintenant, notre processus tab 1, on va le séparer entre plusieurs processus, 1 et 2, qui chacun vont s'occuper d'une origine. Donc ça, c'est un problème qui est très compliqué et sur lequel on a pas mal de gens qui travaillent, mais c'est pas encore terminé. Donc en fait, on voit ici que l'ingénierie logicielle au niveau du système doit se coller au modèle de sécurité. Donc c'est un projet en cours sur lequel on a fait beaucoup de progrès. On espère peut-être avoir des résultats cette année. Alors là, l'utopie, ce serait que si jamais vous avez une confiance totale dans la sandbox et que vous vous dites que les gens qui font de la sandbox ont fait du bon travail, eh bien, à la limite, une fois que ce projet sera réalisé, on pourrait laisser un site web envoyer de l'assembleur au navigateur et exécuter cet assembleur directement, et puis on serait confiant que le modèle de sécurité du web ne serait pas en danger. Alors bon, évidemment, on ne fera pas ça parce que on essaie quand même un peu d'être sérieux et on veut avoir de la sécurité en profondeur, évidemment. Alors, je vais encore faire une autre parenthèse, juste pour mentionner très rapidement que ce modèle-là, il est relativement juste, mais il y a quand même une surface d'attaque qui est cachée. Donc, le processus P1, il a accès à son espace d'adressage, à sa propre mémoire, et puis il peut faire des appels système. Et donc ça nous permet de déduire la surface d'attaque, donc les appels système, et puis les IPC qu'il peut faire via des appels système, ainsi que les données qui sont dans son espace d'adressage. Alors, il y a quelque chose d'autre, c'est qu'il va pouvoir faire des accès à la mémoire, et en pouvant faire des accès à la mémoire, eh ben, il peut essayer de faire des accès à la mémoire en passant outre le cache du processeur. Il va pouvoir glitcher en fait la mémoire et puis créer des bugs et puis changer des bits dans la mémoire. Et c'est le problème qu'on appelle Rowhammer, qui sera présenté plus tard dans cette conférence. Alors, est-ce que maintenant, avec notre sandbox, et imaginons qu'on ait fini notre projet d'isolation de site, est-ce qu'on a réussi à atteindre notre rêve des années 90 ?
Toujours pas, parce qu'en fait, on a des bugs. On a un problème de bugs comme tout projet logiciel. Alors, on dit toujours en ingénierie logicielle qu'il faut créer des tests, et puis qu'il faut que ces tests ils aient une bonne couverture. Alors, le premier problème, c'est que même si on a ces tests, donc évidemment dans Chromium et de manière générale à Google, on croit beaucoup en les tests, on crée beaucoup de tests, c'est qu'ils ne vont pas générer forcément de crash. Donc si vous avez par exemple un problème de type off by one, et vous écrivez sur un octet un peu après votre tableau, peut-être que vous n'allez pas forcément écrire quelque chose qui va générer un crash. Ou alors si jamais vous avez un problème de type use after free, peut-être que votre allocateur mémoire ne va pas rendre cette mémoire immédiatement au système, et donc utiliser cette mémoire un peu trop tard, ça ne va pas forcément générer un crash. Donc à cause de ça, en fait, on a une équipe qui a travaillé sur ce qu'on appelle les sanitizers, donc ASAN, TSAN, UBSAN, enfin on a un temps, on a encore 2 ou 3 comme ça. Je pense que ces projets-là maintenant sont relativement connus, ils sont utilisés au-delà du projet Chromium, mais ce sont donc des compilateurs qui permettent d'instrumenter le code de sorte à ce que tous ces bugs de corruption mémoire que j'ai mentionnés créent automatiquement des crashs. Alors, en ingénierie, on sait qu'il faut faire des tests, c'est un peu fatigant d'écrire des tests, et on sait qu'on n'aura jamais une couverture totale, on n'aura jamais tout ce qu'on veut. Et on aimerait vraiment bien générer des tests de manière automatique. Et ça, en fait, ça nous renvoie à quelque chose qu'on connaît bien dans le monde de la sécurité, qui est le fuzzing. Et donc là, on voit bien encore un endroit où l'ingénierie logicielle classique et l'ingénierie de sécurité vont pouvoir faire bon ménage. Donc nous, on fait beaucoup de fuzzing, et on a une équipe qui crée des fuzzers. On a environ 6500 machines qui tournent en permanence pour fuzzer Chromium. Et on trouve des tas de bugs avec tout ça. Donc la statistique que j'ai mise, c'est en 2014, on a trouvé 650 bugs en interne. Ils sont tous publics, vous pouvez aller les voir, j'ai mis un lien, de manière automatique. Alors encore une petite parenthèse, nous on essaye de faire beaucoup de fuzzing, d'augmenter nos capacités de fuzzing d'année en année, etc. Et là il y a un petit glitch à l'écran. Mais ce que je voulais dire, c'est que on ne peut pas évaluer la sécurité d'un projet en regardant les bugs de sécurité. Parce que nous, on essaye vraiment d'en trouver le plus possible, on les publie, et puis on n'essaye pas pour chaque bug de regarder s'il est exploitable ou non. On présuppose qu'ils sont tous exploitables, et donc on les considère tous comme des bugs de sécurité. Alors, oui, un autre point relativement important, c'est que corriger les failles de sécurité est la responsabilité de tous dans le projet open source Chromium. Et ça, c'est quelque chose que je conseille vraiment de faire, parce que c'est vraiment la seule chose qui peut passer à l'échelle lorsque vous avez de plus en plus de développeurs. Mais quelque chose qui a été vraiment très satisfaisant, c'est que ce projet ClusterFuzz, il est utile bien au-delà de la sécurité. C'est vraiment notre plateforme de lutte contre l'entropie. Ça nous génère des tests de manière automatique. Ça fait des crashs. Quand ça trouve un crash, ça crée un bug automatiquement dans notre bug tracker. Et puis, si le bug est corrigé, ça va garder ce test-là de sorte à ce que si le même bug se reproduit un jour, eh bien on le détecte automatiquement et puis on peut immédiatement dire au développeur « Ah, c'est ce changement-là qui fait que le bug existe. » Et puis à chaque fois qu'on trouve un bug, on fait déjà ça, ce qu'on appelle le test de régression. On essaie de trouver exactement quel changement. Donc on a quasiment 1000 commits par semaine. On va essayer de trouver exactement quel commit a créé le bug. Alors, un autre problème fondamental en sécurité sur lequel je ne vais pas m'étendre, c'est de pouvoir faire des mises à jour rapides. Donc on s'entraîne de temps en temps à faire des mises à jour en 24 heures entre le moment où on trouve la faille et le moment où tous les utilisateurs sont mis à jour. Alors comme on a plus d'1 milliard d'utilisateurs, on essaye de réduire la bande passante qui est nécessaire en faisant des différentiels au niveau du binaire. Et ça, c'est un petit projet qui s'appelle Courgette, qui est évidemment open source et que vous pouvez utiliser, qui est relativement intéressant. Alors, un jour, dans un autre travail, j'avais suivi une formation de chef de projet. Alors, j'ai pas retenu grand-chose, honnêtement. J'ai retenu une chose,
c'était comment faire des cercles avec des flèches. Et donc, j'ai appris un petit peu les vertus d'avoir toujours quelque chose qui vérifie ce qu'on fait, et puis d'essayer de mettre en place un cercle vertueux et de toujours vérifier ce qu'on fait en permanence. Et ça, je crois que pour nous, ce qui remplit ce rôle, et que je trouve très important, c'est notre programme de Bug Bounty, où en fait on demande à n'importe qui d'essayer de trouver des bugs. Et puis on les paye pour avoir trouvé des bugs. Alors on a déjà donné plus d'un million 75 de dollars, mais ce qui est vraiment important, c'est que ça permet de garder les pieds sur terre. Parce que comme on n'a jamais vraiment vu de Zero Day en fait qui attaquait Chrome, on pourrait se dire ah bah on a fait du bon travail, on est tranquille, hop, on va se reposer. Et ça, ce serait extrêmement dangereux. Et donc c'est très bien d'avoir un programme comme ça et de se dire ah bah oui mais en fait on a des tas de bugs, les gens peuvent les trouver, on a sans doute des acteurs qui trouvent ces bugs et qui les exploitent, mais c'est simplement qu'on ne le voit pas. Alors, je vais mentionner très rapidement les mitigations diverses. Je ne vais pas rentrer dans les détails, vous connaissez tout ça, hein, ASLR, NX, Stack Cookies, tout ça, donc on fait tout ça évidemment. On a fait également notre propre allocateur mémoire qui est relativement solide contre les use after free, qui en fait essaye de toujours mettre des objets de même type exact au même endroit, dans les mêmes partitions mémoire, on dit. Ça, c'est relativement utile. Et puis là, encore une fois, une belle histoire entre ingénierie de sécurité et ingénierie logicielle, c'est que cet allocateur, au final, il est plus rapide et il est beaucoup mieux sur tous les points. Et donc, il y a d'autres projets qui, en fait, l'utilisent pour d'autres raisons que la sécurité. Bon, il y a d'autres choses qu'on essaye de regarder, comme le Control Flow Integrity. Alors, j'en parlerai pas, puisque c'est le sujet de la conférence suivante. Alors, est-ce qu'avec tout ça, est-ce qu'on a réussi à réaliser notre rêve des années 90 ? Alors non, parce que je n'ai pas encore parlé des problèmes de liens sécurisés. Mais alors on se dit, bon, bah, le problème de liens sécurité, c'est réglé. On a TLS et X509. Bon, alors là, on est vraiment très malheureux, parce que vraiment, TLS et X509, c'est pas encore ça. Alors, je ne vais pas en parler pendant très longtemps parce qu'encore une fois, Stick nous a bien préparé. On a 2 conférences sur TLS, une autre conférence sur comment accélérer les mécanismes de cryptographie et peut-être pouvoir accélérer l'utilisation de TLS. Je vais quand même mentionner quelques problèmes rapidement en quelques slides. Alors, on a le problème, les autorités de certification qui ne font pas leur travail, elles se sont vite rendues compte que c'était beaucoup plus facile de faire de l'argent en vendant des certificats pas chers et en passant pas trop de temps à faire les vérifications de sécurité. Alors pour ça, en fait, on a mis en place ce qu'on appelle le certificate pinning. Alors ça, c'est vraiment un petit patch. C'est pas quelque chose, on pense vraiment pas que ce soit une solution long terme. C'est vraiment la solution d'urgence. Donc vous pouvez nous envoyer, si vous savez que vous avez un domaine et que vous savez que vous utilisez toujours la même chaîne de certificats, vous pouvez nous dire ah ben on aimerait bien que Chrome n'accepte que cette chaîne de certificats pour notre domaine, et ça évite que d'autres autorités de certification puissent émettre des certificats pour vous. Alors c'est très très facile de commettre un suicide en utilisant ça. On a eu plusieurs cas de suicide par certificate pinning. Donc je ne vous le conseille pas forcément, ce n'est pas vraiment une solution long terme. Alors la solution long terme, c'est ce qu'on appelle Certificate Transparency. Et ça résout ce même problème, hein, que les autorités de certification ne font pas beaucoup de vérification de sécurité. Et puis elles se font hacker. Et puis l'ANSI le sait bien, il y a des erreurs humaines. On émet des certificats qu'on ne devrait pas émettre. Et donc, ce qu'on veut, c'est mettre en place un log public et que toute autorité de certification émette des certificats dans ce log public et que ensuite les navigateurs n'acceptent un certificat que s'il est dans le log public. Alors, on a également un mécanisme de CRL7 parce que les listes de révocation de certificats, ça ne fonctionne pas parce qu'il y a trop de latence, donc les navigateurs ils peuvent pas attendre. Donc on a ce mécanisme de CRL7 où on précharge certaines CRL
On a le problème que CBC est cassé dans le contexte de TLS, puisque TLS a fait l'erreur de mettre la couche d'identification avant la couche de chiffrement. Bon, je ne vais pas parler de tout ça aujourd'hui, mais grosso modo, on n'a que 2 algorithmes qu'on accepte encore, pour lesquels on accepte encore de mettre le signe que tout va bien et que tout est sécurisé. On essaye de rendre obsolètes les tailles, les petites clés. Alors ça, c'est vraiment très difficile parce qu'en fait, on s'est rendu compte, là par exemple, DHE, on accepte encore des clés de 512 bits, ce qui est vraiment extrêmement très faible. Et on va bientôt soit complètement interdire DHE au profit de ces DHE, soit on va augmenter les clés, la taille des clés. Mais en fait, quand on a essayé de passer de 256 bits à 512 bits, au lieu de configurer leur serveur, les administrateurs nous envoyaient des avocats en disant faut pas que Chromium nous empêche de faire ce qu'on veut. Si on veut faire du 256 bits, on fait du 256 bits. On a également tous ces problèmes du fait qu'on puisse rétrograder les versions de TLS. Donc on a fait ce petit standard qui s'appelle SCSV. Je vais pas trop en parler parce que de toute façon on va avoir des conférences sur TLS plus tard. Alors on a d'autres problèmes. On a le problème par exemple que ça c'était vraiment un problème constant, qu'il y avait des pages délivrées sur HTTPS et puis ces pages délivrées sur HTTPS, elles incluaient des scripts via HTTP. Alors ça, forcément, ça casse complètement le modèle de sécurité. Donc on a interdit ça, on appelle ça le mixed scripting. Et là, il y a encore un problème pour lequel on n'a rien fait. Et donc je vous demande un petit peu d'y réfléchir si vous maintenez un site web. C'est ce problème de clôture transitive. Donc si vous avez un site gentil.fr qui inclut des scripts de super.fr, qui lui-même inclut des scripts de evil.com, en fait, vous faites confiance transitivement à evil.com. Et si vous regardez la clôture transitive de certains sites web connus, ça fait vraiment peur. Alors, est-ce qu'on a réalisé notre rêve avec tout ça ? Toujours pas, parce qu'en fait, on a notre couche de systèmes d'exploitation. Alors, dans les systèmes d'exploitation, on a des malwares, on a des tas de problèmes, des antivirus, des tas de choses qui nous ruinent le modèle de sécurité. Donc, on a fait notre propre système d'exploitation. Alors, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais ce qu'on voulait surtout, c'était démarrer sur une base saine. Donc, l'un des trucs les plus importants qu'on a fait, c'était le Verified Boot. Alors, une très rapide parenthèse sur le Trusted Boot, qui était un petit peu le mécanisme classique pour faire ça. Donc, c'est de mettre une chaîne comme ça entre le BIOS, le bootloader, le kernel, et puis chaque élément, en fait, va mesurer l'élément suivant, envoyer tout ça au TPM, et à la fin du démarrage, on va demander au TPM, est-ce que tout s'est bien passé ? Et si oui, j'aimerais beaucoup avoir la clé pour déchiffrer le disque dur. Alors ça permet plein d'attaques parce qu'en fait, le système continue de booter même s'il y a un problème. Et donc ça pose tous les problèmes de type evil made, comme dit Johanna, qui sont que on peut essayer de ficher des mots de passe de l'utilisateur, on a tout le contrôle du clavier et de l'écran, même si on ne va pas pouvoir avoir la clé de déchiffrement du disque. Alors nous, ce qu'on a fait, c'est une version beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus intuitif, c'est qu'on va tout simplement avoir chaque élément qui va vérifier le suivant, et puis on va interrompre le processus de boot si jamais il y a quelque chose qui ne se vérifie pas. On a également un système de chiffrement de disques sur lequel je vais passer très rapidement. Alors on avait essayé de faire en sorte qu'un utilisateur malveillant, même s'il passe route ou kernel, ne puisse pas déchiffrer les données d'un autre utilisateur. Et puis l'autre chose, c'est que si vous perdez un Chromebook dans un taxi, on veut que ce soit très lent de faire du brute force de mot de passe. Alors on a fait un système où en fait à chaque fois que vous essayez, même si vous extrayez le disque dur du Chromebook et que vous essayez ensuite de déchiffrer ce Chromebook, pour en fait pouvoir essayer un mot de passe utilisateur, il faut quand même que vous demandiez au TPM quelque chose, et ça, donc ça va être très lent de faire de la force brute sur un mot de passe. Et en fait, on voulait aussi ne pas faire confiance au TPM, parce qu'évidemment, on ne fait pas du tout confiance au TPM, et on voulait faire en sorte que même si quelqu'un puisse extraire les clés de chiffrement et de déchiffrement du TPM, il ne puisse quand même pas accéder directement aux données de l'utilisateur, qui fasse quand même brute forcer le mot de passe. Alors ça, c'est pas complètement trivial de faire un système comme ça, donc vous pouvez le voir comme un petit puzzle, et je vous donne la solution dans un lien. Donc avec tout ça, en fait, on a l'état de disque au démarrage,
où en fait on est quasiment stateless, parce qu'en fait on a une partie qui est vérifiée, et on a une partie qui est chiffrée qu'on ne voit même pas. Donc on démarre, et on a une toute petite partition qu'on appelle la partition stateful dans Chrome OS, qui contient des choses comme les mots de passe Wi-Fi qui sont partagés entre les utilisateurs et des choses comme ça. Et ça, pour l'ingénierie logicielle, bien au-delà de la sécurité, c'est vraiment le bonheur, parce qu'en fait, tous les bouts se reproduisent et sont exactement les mêmes. Alors, est-ce qu'on a réalisé notre rêve des années 90 maintenant? Est-ce que vous allez pouvoir aller à la pause? Toujours pas. Parce qu'on a, soi-disant, les problématiques d'utilisateurs. Alors ça, les problématiques d'utilisateurs, c'est vraiment quelque chose auquel je ne crois pas du tout. C'est vraiment à nous de ne pas demander à l'utilisateur de prendre des décisions complexes. Et si on se remet un petit peu dans le contexte de l'ingénierie logicielle classique, ce serait un petit peu fou, en ingénierie logicielle classique, d'avoir une dépendance sur un composant qui est très erratique, qui est très lent, et qui donne des réponses relativement aléatoires. Bon, c'est quand même vraiment pas la solution. Et donc, d'ailleurs, bon, l'exemple classique, c'est est-ce que vous savez parser une URL? Et même si vous savez vous-même parser une URL, est-ce que vous pouvez l'expliquer à quelqu'un de non technique? Bon, on voit bien que c'est vraiment n'importe quoi, et tout le modèle de sécurité du web repose là-dessus. Donc en fait, on a un groupe qui travaille là-dessus et qui essaye de rendre les erreurs de certificat plus intelligibles, d'empêcher qu'on puisse cliquer pour accepter quand même les certificats, rendre le système d'origine plus clair et toutes ces choses-là. On essaye aussi de passer l'authentification du web plus avec de la cryptographie à clé publique, parce que évidemment la cryptographie à clé publique, ça a la grande propriété qu'on ne peut pas faire de phishing. Et puis, en attendant que tout ça se passe, on a ce qu'on appelle un password manager. Donc, les gens peuvent sauvegarder leur mot de passe. Et le password manager, lui, c'est une machine. Il est capable de parser les URL et de savoir si c'est la bonne origine et s'il faut donner le mot de passe à la bonne origine. Alors, est-ce qu'on a réalisé notre rêve? Est-ce que vous allez pouvoir aller à la pause maintenant? Eh bien, je crois qu'en fait, on a quand même réussi à peu près à faire une plateforme d'exécution d'applications sécurisées qui marche à peu près. C'est un défi difficile. On n'a évidemment pas fini de relever le défi. Ça nécessite une ingénierie de sécurité relativement importante. Mais ce que je voulais expliquer surtout aujourd'hui, c'est que dans de nombreux cas, la sécurité implique la qualité et en fait améliore le reste de l'ingénierie logicielle. Et ça, alors évidemment, il y a toujours des conflits. Donc, par exemple, je vous parlais très rapidement du CFI, qu'on ne fait pas encore parce que c'est un petit peu trop lent. Bon, ce sera le sujet de la prochaine conférence. Mais dans beaucoup plus de cas qu'on ne le croirait, en fait, on peut faire l'ingénierie logicielle et l'ingénierie de sécurité peuvent faire bon ménage. Alors, la langue française, elle est très bien parce qu'elle nous permet d'accorder les adjectifs, contrairement à l'anglais. Et donc, vous avez peut-être remarqué que j'ai parlé effectivement de plateformes sécurisées. Mais ce n'est pas les applications qui sont sécurisées. Alors, évidemment, il faut encore sécuriser l'application web elle-même et éviter les XSS et compagnie. Honnêtement, le modèle de sécurité du web, c'est pas le meilleur ou le plus clair. Mais effectivement, il faut faire des efforts. Alors, on a également de nombreux efforts pour essayer d'améliorer ça. Alors voilà, je vous laisse sur une photo de mon équipe sous le soleil de Californie. Vous remarquerez qu'on a tous une ceinture et des bretelles, parce que la sécurité en profondeur, c'est important. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne pause. Merci.